Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau live d'ATD Quart Monde. On est content de vous retrouver une fois de plus pour échanger avec vous et avec nos deux intervenants. Donc ce soir, on va parler d'engagement. On va parler d'une forme d'engagement assez particulière qui est le mécénat de compétences. Donc c'est vrai que ATD Quart Monde travaille beaucoup en ce moment sur l'engagement citoyen. Et cet engagement, il prend de nombreuses formes. Et c'est vrai que ce soir, on voulait revenir sur une forme qui est peut-être un peu plus méconnue, qui est le mécénat de compétences. Avec nous ce soir pour en parler, il y a donc Osia Vasconcelos. Vous êtes chercheuse associée au laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, donc au CNRS. Et vous avez contribué, vous avez coécrit une étude pour l'INJEP qui s'intitule Expérience de mécénat de compétences en association, une forme particulière d'engagement, point d'interrogation. Donc c'est vrai que cette étude, ça a été une bonne base pour préparer cette soirée. Et avec nous, il y a aussi Franck Rouzet. Franck, toi, tu es en mécénat de compétences, tu viens de l'entreprise Orange et tu es en mécénat de compétences avec ATD Quart Monde à Rennes depuis 2 ans, si c'est correct. Exactement. C'est ça. Bonjour. Bonsoir à tous les deux. Alors peut-être on va situer un petit peu déjà qu'est-ce que c'est que le mécénat de compétences. Euh, alors déjà peut-être quelle définition on pourrait donner de ce mécénat de compétences, d'où ça vient, combien de personnes ça concerne en France. Ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans le rapport de l'INJEP. Donc, je me tourne vers vous, aussi à Vasconcelos. Est-ce que vous pouvez nous donner voilà, quelques éléments de compréhension sur le mécénat de compétences? Avec plaisir. Merci de l'invitation. Donc, le mécénat de compétences est la mise à disposition d'un salarié sur son temps de travail au profit d'une cause d'intérêt général. Donc, il ne concerne pas que les associations, ça peut être aussi fondations, etc. Mais notre étude, en effet, il s'est intéressé au mécénat de compétences en association. Et il est défini comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part de bénéficiaires à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un caractère d'intérêt général. Donc, c'est comme ça qu'il est défini. C'est un engagement individuel, ça reste un engagement individuel, mais qui est encadré par un partenariat qui est mis en place entre une entreprise mécène et une association qui est soutenu par l'État dans les cas de la loi Ayagon d'août 2003. Donc, le dispositif, on peut dire, il a été créé à partir de 2003. Il reste, comme vous venez de dire, méconnu et très peu développé par les associations. Mais on voit, et l'étude confirme, qu'il s'agit d'une porte d'entrée vers le monde associatif pour les actifs pour qui la manque de temps est un frein au bénévolat. Et ce sont les grandes entreprises alors, qui le développent en France depuis les années 90 et ça vient à son origine de l'influence des entreprises états-uniennes et de ces pratiques de philanthropie. On peut aussi contextualiser cette pratique, on va dire, et cette évolution de mécénat dans un cadre de transformation même de rapport entre l'État et l'intérêt général et l'implication des entreprises dans l'intérêt général. La France, elle possède un dispositif juridique fiscal très incitatif en la matière. Pour Gauthier, il est les plus incitatifs dans le monde, c'est-à-dire qu'elle va retrouver donc des bénéfices fiscaux intéressants. Ceux qui montrent un baromètre de mécénat d'entreprise publié par Amical en 2018 est qu'il y a une adhésion accrue puisque 20% des entreprises pratiquées en 2018
contre 11% en 2015. Donc, on observe une évolution. En tout cas, le nombre d'entreprises qui font le mécénat de compétences monte. Mais cela ne concerne que notamment les entreprises des tailles intermédiaires, voire les entreprises de grande taille. Donc, pour donner une illustration, en termes des chiffres, on n'a pas des chiffres. Vous m'avez posé la question sur les nombres d'entreprises, le nombre de personnes. À cet état, nous ne connaissons pas ces nombres-là, mais une étude réalisée par Amical, qui est un acteur du secteur, indique que 74 entreprises du CAC 40 font du mécénat des compétences. Donc, voilà, pour illustrer un peu les profils d'entreprises qui s'engagent aujourd'hui dans le mécénat de compétences, même s'il y a des limites parce que nous ne connaissons pas les chiffres, les nombres totaux et des entreprises aujourd'hui en France qui font le mécénat de compétences. D'accord. Ben, merci en tout cas pour ce premier panorama et cette première introduction à ce que c'est que le mécénat d'entreprise, le mécénat de compétences, pardon. Alors, Franck, peut-être pour illustrer voilà, ces données un peu générales, peut-être tu peux nous raconter un peu, toi, quel a été ton parcours d'engagement et justement comment tu as découvert le mécénat de compétences et pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure et avec ATD Quart Monde aussi. Alors, ça a été une histoire un peu compliquée parce que j'ai vraiment découvert ça par hasard. J'étais dans une filiale d'Orange, j'étais pas dans la maison mère. Donc pour moi, j'avais toujours exclu que ce genre disons de processus puisse s'appliquer à mon cas. Et en fin de compte, par hasard, j'ai découvert que c'était, même étant filiale, on pouvait participer, enfin, on pouvait bénéficier d'un mécénat de compétences. Donc du coup, il a fallu que je monte mon dossier de départ en retraite, trouver une association, tout en même temps, quoi. Donc dans un délai très très court. Bon, ça a été un petit peu compliqué, mais après le choix d'ATD, enfin, il y a beaucoup de paperasse un petit peu, il faut anticiper un petit peu, mais sinon, j'avoue que ça s'est pas trop mal passé. Le choix d'ATD, c'est un choix un peu historique. Je connaissais ATD depuis 25 ans à peu près, enfin 30 ans, sans avoir participé à quoi que ce soit, mais je connaissais les objectifs d'ATD, je connaissais un petit peu la manière de faire d'ATD, et j'avoue que ça m'intéressait. Et je cherchais vraiment une rupture complète avec mon activité professionnelle, quoi. Je voulais vraiment découvrir autre chose et partir sur d'autres bases, d'autres manières de faire, d'autres manières de voir. Et j'étais complètement satisfait sur ce point. On y reviendra. Et du coup, la question aussi, mais quelle a été un peu ta mission? Qu'est-ce que tu fais vu que tu y es encore? Alors, quand je suis venu voir ATD Quart Monde à Rennes, ils n'avaient absolument pas prévu d'avoir des mécénats de compétences. Pour eux, c'est pas du tout quelque chose dans les habitudes. Donc, on a un petit peu bricolé une fiche de poste, hein. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des choses sur lesquelles ils avaient des besoins, sur tout ce qui était partie finance, recherche de subventions, de financement. Donc, ça a été la base de la fiche de poste. Et puis, bon, une fois que je suis rentré en poste, ça m'occupait à peu près à mi-temps. Donc, j'ai développé un peu tout ce que moi, je trouvais, enfin, ce que j'avais comme compétences, donc sur le numérique. Et puis, j'ai travaillé aussi sur un projet de territoire zéro chômeur qui se met en place à Rennes. D'accord. Donc, voilà, ça a été, tu me disais, un peu un hasard. Et, à tout point de vue, oui. Voilà. Bon, le hasard fait bien les choses des fois. Et est-ce que le cas de Franck, c'est emblématique d'un parcours traditionnel dans justement cet engagement dans le mécénat de compétences? Je me tourne vers Ossia. Ou est-ce que les gens y arrivent par hasard ou est-ce que voilà, c'est des choses qui sont peut-être plus réfléchies dans certaines entreprises, une vraie stratégie sur le mécénat de compétences? Alors, comme je disais, nous connaissons pas
si nous ne connaissons pas les chiffres et les entreprises qui font de médecins de compétences aujourd'hui, c'est vrai que l'enquête exploratoire menée par l'INGEP, donc l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, du ministère de l'Éducation, en partenariat avec le LIS, le labo interdisciplinaire pour la sociologie économique, il permet de comprendre le médecin de compétences par l'angle d'engagement de ces professionnels. Donc, en fait, notre angle d'analyse, c'était vraiment de comprendre quelles étaient les motivations, donc les ressorts et aussi les effets de médecin de compétences pour ces professionnels d'enfants que nous avons rencontrés 52 au total sur Île-de-France notamment, mais pas que. En 2019, et à partir des entretiens, nous avons pu connaître davantage ces parcours. Et le parcours des Franck, il rentre tout à fait dans un type d'émission, puisque voilà, c'est un des premiers résultats de l'étude, c'est vraiment de mettre en lumière ces faits que quand on parle de médecin de compétences, il faut savoir que c'est très large en fait. Il y a des actions qui sont très différentes, des motivations qui sont très différentes, donc cadres qui sont très différents entre eux, et du coup, l'étude permet de présenter, pour ceux qui... Bon, les rapports sera disponible en lien dans la discussion. Pour ceux qui veulent les consulter, c'est vers la page 34-35, où on fait une typologie d'émissions que nous avons rencontrées. Donc, il y a les types d'émissions qui est la mission flash, c'est où les travailleurs, normalement, ils sont au milieu de carrière. Les plus souvent, ils vont, par l'entreprise met en place une journée où ils peuvent participer aux missions dans une association, ou sinon, ils ont par exemple 5 jours par an dans lequel ils peuvent déposer, comme voilà, ils posent la journée pour travailler dans une association. Et donc, c'est dans ces cadres-là qu'on va trouver ce type d'émission. La personne arrive pour participer dans la journée ou pendant quelques heures d'un événement, par exemple. Nous avons interviewé à ce titre une personne qui a participé de la mise en place d'une séance de cinéma dans un hôpital pour les enfants. Donc, son rôle était d'apporter le soutien logistique pour monter et ranger l'équipement technique. Les deuxièmes types d'émissions, c'est des missions courtes. C'est des missions où les salariés, ils exercent une fonction des conseils plutôt, où ils participent à la prestation d'un service. Donc, par exemple, nous avons interviewé un salarié qui a réalisé une mission d'ingénierie de la formation, de l'accompagnement et de la formation des bénévoles. C'était son spécialité. Elle arrive dans l'association avec cette mission et puis elle a accordé 5 ans, c'est 5 jours qu'elle avait dans l'année pour réaliser cette mission, quand elle pouvait dans son temps, etc. Les missions courtes, comme les missions flash, sont souvent réalisées toutes seules. Nous avons encore la mission des moyennes durées, et puis là, elle correspond notamment dans l'enquête que nous avons réalisée à l'accompagnement des personnes, accompagnement des jeunes et d'adultes en réinsertion. Donc, c'est notamment les cas des parrainages et mentorats. Et ça, c'était voilà, un type que nous avons souvent rencontré. C'est encore une fois, donc la personne, elle n'est pas forcément avec l'équipe associative, elle est souvent là, du coup, son travail là n'est pas tout seul, mais elle est avec les publics bénéficiaires, on va dire, en ce sens, avec lequel l'association travaille. Ou sinon, elle est en duo. Mais elle aménage son temps et puis c'est moins encadré en termes de temps. Et finalement, la mission de type 4, qui est la mission longue, et c'est là qu'on va retrouver Franck, et là, c'est très représentatif. Nous avons d'autres types des profils. C'est les personnes qui sont en poste à mi-temps ou à plein temps, qui sont soit dans le départ de la retraite, comme Franck, soit ils sont au milieu de la carrière et ils font une espèce de pause. Alors, je donne quelques exemples. Donc, en effet, un des cas types qu'on utilise pour illustrer ce type d'émission, c'est les cas de Franck, enfin, des cas comme celui de Franck. Et puis, nous avons aussi des personnes qui sont en parcours des milieux de carrière, en formation ou en reconversion professionnelle,
en milieu de carrière. Donc, il y a aussi une quête d'essence, etc. Et puis, sinon, il y a des cas aussi, par exemple, la personne a fait un burn-out. Et puis là, c'était une manière de faire une pause et en passant par une mission dans une association. Donc, voilà la typologie qu'on va trouver dans les associations. En sachant, si j'ai parlé de profil des entreprises, permettez-moi de dire juste quelques mots sur les profils des associations. Donc, Franck, il a dit, je connaissais ATD Carmonde depuis très très longtemps. Je vais demander à Franck, je me permets de demander à Franck de préciser comment il connaissait, parce que ce qu'on voyait dans notre enquête, c'est que les associations qui sont dans les mécénats de compétences ou qui sont en partenariat avec les entreprises qui font mécénat de compétences sont notamment les grosses structures. Donc, même si l'entreprise, elle peut faire des partenariats et réaliser les mécénats de compétences dans n'importe quel type d'entreprise, 87 des missions, selon une étude d'Admical et Pronobolab sur le mécénat de compétences, elles sont orientées au profil des grosses structures. Et là, quand on va regarder, je viendrai après, sur les motivations, c'est parce que quand ils sont dans les processus de rentrer dans les dispositifs, de trouver les dispositifs et de choisir l'association, ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances du monde associatif et qui finissent par trouver leur repère, par exemple, avec les associations qui sont parfois très médiatisées ou sur lesquelles on a des personnes autour d'eux qui s'engagent ou qui connaissent. Donc, parfois, ils vont chercher ce repère pour pouvoir trouver, identifier l'association. Et dans le cas des Franck, c'était ça les cas. Quand vous dites que vous connaissez l'ATD Carmonde, c'était par quel biais? Alors, j'avais rencontré des volontaires d'ATD Les Carmonde qui étaient dans un petit village au nord de Rennes, à Bazouges-la-Pérouse, et qui faisaient un travail absolument génial. Et j'avais passé une demi-journée avec eux, mais il y a vraiment très longtemps. J'avais été présenté par le biais d'un allié, et on avait passé l'après-midi à échanger avec eux sur ce qu'ils faisaient, la réalité du terrain, la pauvreté dans les milieux ruraux, etc. Et j'avais trouvé ça vraiment passionnant. Bon, du coup, j'ai repris contact avec ATD sur cette base-là, mais sachant que c'était quelque chose qui n'existait plus, enfin, qui avait complètement évolué, étant vu qu'il y avait, oui, 25 ans au minimum entre les. Et le fait d'avoir justement, de connaître un petit peu avant, à quel point ça a peut-être facilité le début ou l'entrée dans ta mission Ben, moi, je cherchais vraiment quelque chose qui représente un engagement qui aille au-delà d'une occupation, quoi. C'est dire que le but, c'était pas simplement de préparer ma retraite, quoi. Le but, c'était vraiment de rentrer dans une logique, je dirais pas militante, mais avec un côté quand même engagé, quoi. D'accord. Et alors, peut-être dans l'étude, est-ce que ce type de motivation aussi, est-ce que c'est quelque chose qui ressort? Oui, tout à fait, mais elle n'est pas majoritaire. Par contre, en effet, ça fait écho à nos résultats, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé les mécénat de compétences complètement par hasard. Et là, c'est un critique qui vont tisser sur l'entreprise sous l'effet de ne pas assez communiquer sur le mécénat de compétences. Rarement, les personnes ont dit qu'elles connaissaient le dispositif qui a été présenté. Donc, c'était en arrivant dans les moments de dispositifs qu'on appelle TPS, temps partiel senior, ou d'autres dispositifs selon l'entreprise, voilà, pour préparer vers la retraite, ou au moment où je suis allée voir les DRH parce que j'avais tel problème, DRH, direction des ressources humaines. Et donc, c'est là que j'ai découvert complètement par hasard, mes collègues n'ont jamais parlé, etc. Pour le profil et pour les motivations, du coup, comme on a un panel très large des types d'émissions, donc on a aussi des motivations qui sont très différentes. Il y a des motivations d'engagement très altruistes, de type j'ai besoin de dédier mon temps, j'ai beaucoup gagné et j'ai besoin aussi, je me sens redevable à la société,
donc c'est une manière de le faire, des motivations pour soi-même, donc de cherche de temps, des questionnements, etc., de me sentir bien ou de faire une pause, des motivations qui sont liées au rapport de travail, comme je disais, des personnes en burn-out, ou des formes, des relations parfois avec l'entreprise. Donc, on va trouver des personnes qui disent je ne trouve plus l'essence de mon travail aujourd'hui dans l'entreprise. Il y a eu plusieurs modifications. Et puis là, dans mon poste, je ne me sens pas bien, donc j'ai besoin de quitter. Et il y a en effet des personnes et les motivations pour les personnes dans les types 4, enfin dans ces types d'émissions longues, notamment pour les personnes qu'on appelle les seniors, donc les personnes sur le point de partir de la retraite, et elles ont des dimensions qui sont très différentes. Et moi, j'ai entendu plusieurs professionnels en disant, moi, j'ai envie d'imaginer la suite. Et il y avait certains qui imaginaient le médecin de compétences comme une passerelle permettant de construire la vie après la retraite. Et il se voyait, par exemple, parfois, il parlait d'une nouvelle carrière. Je vais commencer à partir du mécénat une nouvelle carrière dans le monde associatif, soit du point de vue professionnel, c'est-à-dire qu'il se voyait même en s'engageant dans la direction d'associations, dans les conseils, etc. Et d'autres qui voyaient juste, qui se projetaient en tout cas en disant oui, j'envisage vraiment la suite et comment utiliser mon temps. Et puis, et ça rejoignait aussi, je demandais à Franck sur, on a quand même quelques éléments qui ressortent de ce que Franck dit, qui permettent de comprendre, qui participait à des événements, etc., qu'il avait déjà une appétence par le monde associatif. Et c'est quelque chose qu'on va trouver vraiment dans l'étude. C'est pas complètement par hasard, c'est par hasard qu'ils trouvent le dispositif au sein d'entreprise, mais ces personnes qui s'engagent, c'est pas complètement par hasard. On voit dans leur profil, puisqu'on a fait des études à travers des méthodologies, des trajectoires d'engagement, en essayant de comprendre, connaître un petit peu leur histoire de vie, leur parcours. Et ce qu'on entend, c'est qu'ils avaient déjà des engagements par ailleurs, ou il y avait déjà une envie d'engagement dans les mondes associatifs. D'accord. Alors, moi, du coup, c'est vrai que c'est cette question des motivations et justement d'avoir déjà peut-être un pied dans l'association, déjà de connaître un petit peu, je trouve que ça amène aussi la question de mais comment s'est passée l'intégration, comment se sont passés les débuts, parce que le cadre d'entreprise et le cadre associatif peuvent être différents, et notamment dans la façon de fonctionner, dans le rapport aux autres. Et peut-être, je ne sais pas, Franck, est-ce que tu pourrais nous dire comment toi, ça s'est passé, cette intégration, ce début? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as appris? C'est un peu l'électrochoc. Hein. Ah, électrochoc, carrément. Raconte-nous. C'est-à-dire que moi, j'ai fini mon travail, disons, j'ai continué à travailler presque jusqu'à la fin, enfin vraiment de manière à peu près opérationnelle. Donc, je me suis retrouvé, disons, à basculer d'un monde à l'autre, disons, en un mois, quoi. Et bon, c'est vrai qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont complètement différents entre l'entreprise et l'association, des manières de faire, de voir, etc. Et tout ça, ça a été un petit peu, disons, pas compliqué, hein, je dirais pas ça du tout, mais ça nécessite disons, vraiment un apprentissage, de se poser, de prendre son temps, etc. Des choses qu'en entreprise, on ne fait jamais, quoi. Est-ce que tu as un exemple, peut-être, tu vois, une situation qui te revient un peu en tête? Quand j'ai repris la partie finance, c'est sûr qu'il y avait des manières de faire. Bon, en entreprise, ça passait pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une comptabilité qui était exemplaire, enfin, il n'y avait aucun problème, mais par contre, la manière de présenter, la manière de gérer était un peu, disons, je dirais pas amateur, parce que c'est pas tout à fait le terme, mais c'était un petit peu folklorique, quoi.
Alors, D'accord. Et dans les relations aussi avec les gens, alors est-ce que là, l'esprit d'entreprise ou l'esprit d'association, voilà, enfin, quelle différence tu as pu voir ben, moi, j'étais habitué à rentrer dans une logique, on discute, on cherche des solutions, on fait un choix et on applique. Ben là, c'est pas ça, hein, on discute, on essaye de faire des choix, ça prend du temps, on revient. Enfin, c'est un rythme complètement différent, etc. Enfin, et après, bon, faut bien discerner la bulle administrative de l'association qui, là, est dans un fonctionnement, disons, un peu plus, disons, standard. Mais dès qu'on rentre dans la logique de relation avec les militants, avec les bénévoles, etc., bon, là, le temps est complètement différent. Enfin, faut se baser sur l'écoute, sur la création de confiance, sur le partage. Et les objectifs ne peuvent pas être atteints dans des délais stricts ou des choses, disons, imposées, quoi. C'est vrai qu'à ATD, on dit souvent on se met au rythme du plus lent. Est-ce que tu as senti ça? Ah oui, oui, carrément. Et puis, j'ai essayé de mettre en place des formations numériques. Bon, je me suis pris, enfin, entre guillemets, un gros râteau parce que je n'avais pas intégré justement cette dimension du temps. Moi, j'avais prévu une formation 6 semaines, cadrée, etc., quoi. Bon, au bout de 3 semaines, il n'y avait plus personne. D'accord. Et tu avais combien de personnes au début? Ça devait tourner entre 6 et 7. En fin de compte, très vite, sur les gens du départ, on les a pas retrouvés. On en a retrouvé d'autres et on a fini avec un programme de formation complètement différent de ce qu'on avait prévu, enfin, dans une logique totalement différente de ce qu'on espérait, de ce qu'on pensait nécessaire, quoi. Mais on a beaucoup appris, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des belles réussites où justement toi tu t'attendais pas à aller dans une direction comme ça et enfin, voilà un projet sur lequel tu t'es dit ah, ben voilà moi avec mon expérience ou ma vision venant de l'entreprise je serais jamais parti sur tel projet par exemple et voilà avec cette méthodologie peut-être d'association ou de mouvement ATD Quart Monde voilà, ça a débouché sur quelque chose de positif que là Alors, où tu l'attendais pas. je touche un peu à ça, mais les méthodes ATD, c'est vraiment quelque chose de très, très long à apprendre et à appréhender. Moi, j'ai pas eu encore énormément de contacts avec des militants. Je commence à le faire de manière plus régulière. J'ai eu des contacts un peu avec quelques jeunes, mais j'ai pas réussi entre guillemets. J'ai vu j'ai bien compris toutes les problématiques qu'on rencontrait, la notion d'handicap, la notion de temps, enfin toutes les choses qui sont la notion de confiance, mais j'irai pas jusqu'à dire que j'ai eu des succès, pas pour l'instant. D'accord. C'est vraiment un apprentissage de l'humilité, hein. Ok. Alors, peut-être Ossia, si justement dans ce que décrit Franck, justement de cette intégration, en tout cas de ses premiers pas, il me semble que c'est un des éléments aussi de votre rapport sur ben, l'accueil justement dans la structure associative. Voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce que disent les personnes que vous avez interrogées dans votre étude? Oui, en fait, notre étude que je vais prendre, qui était une étude exploratoire, c'est-à-dire les sujets, on connaît très peu, notamment pas cette entrée-là, parce que normalement, nous avons aussi des études qui ont été réalisées sur les médecins de compétences, plutôt sous l'angle des entreprises, soit sur la responsabilité sociétale de l'entreprise, soit sur le développement dans les cadres de ressources humaines. Et là, nous avons choisi d'explorer l'individu qui est engagé. Je dis ça parce que je ne peux pas répondre, et ce sont des éléments pour la suite, on parlera à la fin de comment les font les entreprises, mais quels sont les ressentis et quels sont les témoignages des vécus des personnes comme Franck qui nous avons entendus. Et donc là, il parle d'une passerelle difficile
pour notamment, et du coup là ça concerne notamment ceux qui sont, donc j'ai parlé de la typologie, c'est les types 3 et 4, c'est-à-dire les missions de type moyenne ou longue, puisque quand ils sont en flash ou en mission courte, ils n'ont pas exactement un rapport avec l'association ni avec l'équipe, donc c'est plus difficile de parler d'intégration. Pour l'intégration, alors il y a déjà un moment dans ces vécus qui est l'arrivée à l'association, et avant l'arrivée, la fiche des postes. En fait, ils parlent, et c'est les vocabulaires qu'on va utiliser, qu'ils utilisent en tout cas pour parler de leur mission. Ils parlent toujours, enfin souvent, surtout ceux qui sont en mission longue et qui sont en poste vraiment, il y a une fiche des postes et leur premier défi, c'est de s'identifier avec cette fiche. En effet, normalement, quand les entreprises elles font auprès de ses salariés l'annonce, on va dire la communication sur les missions proposées, elles les font à partir d'une fiche des postes. Mais pour d'autres, cette fiche des postes, elle est construite dans un rapport avec l'association. Donc, il peut arriver qu'un salarié, et là, c'est à demander à Franck, comme il s'est passé avec ATD, si il y a des associations qui n'avaient pas un partenariat avec l'entreprise et que c'est le professionnel qui est allé chercher l'association pour faire un partenariat. Et du coup, là, ça s'est construit la fiche des postes ensemble. Il y a d'autres qui la fiche, elle peut évoluer. Alors, je parle de ça parce que l'une des principales questions de cette passerelle entre entreprise et association, c'est d'arriver à trouver une identification avec cette fiche des postes et avec des choses qu'elle peut faire ou pas. Par exemple, nous avons des cas d'échec, des personnes qui ont quitté la mission, et notamment parce qu'elles se trouvaient, enfin, parmi les cas, c'est parce qu'ils ne s'y trouvaient pas dans l'activité qui était décrite ou dans la pratique, ça ne rassemblait pas avec ce qu'ils pouvaient apporter ou avec ce qu'ils avaient envie de faire. Il y a, et ça c'est intéressant, on parle des mécénats de compétences. Tout de suite, on imagine qu'il s'agit de transférer des compétences d'un monde à l'autre. Or, aucun moment, aucun document parle, du point de vue juridique et fiscal, des transferts des compétences, mais de mettre à disposition le temps. Nous avons formulé pour la suite de cette manière, mais du coup, ça sous-entend qu'il y a un transfert des compétences du monde d'entreprise vers les mondes associatifs. Et nous avons essayé de comprendre ces transferts de compétences. C'est intéressant, Franck a dit, il a parlé notamment de la partie financière. Et on peut croire que la partie financière, voilà, on travaille avec des chiffres, ça se passe pareil partout. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et nous étions surpris, en fait, d'écouter les professionnels en disant, bah, écoutez, moi, je n'avais pas du tout envie de transférer mes compétences parce qu'en fait, je ne voulais plus du tout travailler avec cela. Quand je suis allée en association, c'était justement travailler avec notre chose. Il y a d'autres qui ont dit, bah, j'ai essayé, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas du tout parce que c'était en notre univers. Donc, voilà l'un des résultats de cette intégration, une découverte de monde associatif. Et on va renforcer aussi la perspective. Il y a beaucoup de gens qui partent avec une bagage d'apprentissage et qui parlent de ce qu'ils ont appris dans le monde associatif. Donc, on peut peut-être réfléchir, et je parlerai de ça à la suite, sur les transferts de compétences dans l'autre sens. Ce que l'association comme porteuse et comme espace de formation et comme porteuse des compétences pour les professionnels qui viennent en mécénat. Donc, dans cet échec, on va dire, dans les passages, dans les difficultés qu'ils ont pu vivre, il y a cette question de transfert des compétences, il y a la question des relations. Donc, vous avez demandé, Geoffrey, comment ça se passait les relations dans l'équipe, et en effet, c'est un aspect qui est considéré très important par les salariés. Certains qui ont laissé leur mission, quitté leur mission au milieu, c'était justement parce qu'ils ne se sentaient pas bien accueillis dans l'association ou parce que leur travail était complètement isolé et qu'ils ne travaillaient pas avec les autres. Et donc, ça, c'est un aspect on parle de ça donc, dans le chapitre 3. Et puis, à la fin du rapport, on parle des préconisations ceux qui disent les salariés pour faire avancer le mécénat. L'une des choses dont ils parlent pour les associations, c'est qu'il faut accueillir la personne,
Et les cas, on va dire, où les personnes étaient un gros succès, on va dire, c'est très bien passé, l'accueil et l'intégration, ça passait par des formations. C'est-à-dire, la personne arrivait et elle était tout de suite, elle participait des temps, des formations, des temps collectifs, des temps d'échange, permettant de comprendre les fonctionnements et les activités, l'ensemble de la vie associative. Par contre, même dans les vécus où l'intégration se passe de manière importante, avec les bons rapports avec les collègues, avec une vie sociale même qui s'est construite en dehors de temps de travail associatif, les développements de nouvelles connaissances ou un sentiment d'appartenance. Certains que j'interviewais qui disaient déjà nous ou on pour parler de l'association, donc en totale appropriation, or qu'ils étaient là depuis 6 mois et qu'ils ont travaillé dans l'entreprise pendant 30 ans. Il y a une lacune, c'est le manque de participation et d'engagement dans la vie associative, on va dire, dans les processus de décision, dans les assemblées, dans la dynamique qui fait de l'association un espace de démocratie. Voilà, tout ce qui était de démocratie interne ou d'engagement au-delà de la tâche, ça, on n'a pas en effet identifié parmi les 52 personnes qui nous avons interviewées. Je ne sais pas comment ça passe pour Franck, par exemple. C'est sûr qu'on a un statut un peu à part dans l'association. On n'est pas intégré comme quelqu'un de, disons, soit bénévole, soit allié, on a un statut vraiment spécifique. En plus, moi, j'avais une connotation administrative. Donc, c'est vrai que la participation se fait petit à petit, quoi. Bon, après, moi, je m'étais dans une logique où je me mettais disons, j'essayais de rendre service, de pallier à toutes les petites difficultés que je pouvais voir passer, etc. Et petit à petit, les choses se font. Et moi, j'étais dans un environnement extrêmement bienveillant, où les choses étaient relativement faciles, quoi. J'ai pas eu vraiment de soucis là-dessus. Et alors j'invite les personnes qui nous regardent à poser des questions. On a quelques commentaires et notamment un commentaire que je trouvais intéressant de Gwendal Cabu qui nous regarde depuis Brest, si mes souvenirs sont exacts. On le salue au passage, qui parle de compétences et qui dit que souvent les alliés volontaires donc d'ATD Quart Monde sont conscients de leurs compétences, mais donc les militants, donc personnes qui connaissent des situations de précarité ou qui ont connu des situations de précarité, sont moins conscients de ces compétences ou en tout cas de ce qu'elles apportent aussi dans ce groupe. Et donc, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des compétences professionnelles qui sont censées se transposer de l'entreprise à l'association, mais il y a aussi des compétences qui se créent ou qui s'apprennent aussi au sein de l'association. Et peut-être, moi, j'avais une question pour toi, c'est quelles compétences que tu avais dans ton entreprise que tu as pu développer au sein d'ATD Quart Monde et quelles compétences tu as apprises justement peut-être au contact aussi des militants, par exemple? Moi, ma spécialité, c'était le numérique et la gestion de projet. Donc ça, entre guillemets, je l'ai pu l'appliquer assez facilement. Après, ce que j'ai appris à ATD, alors je vais employer un mot de l'entreprise, c'est tout ce qui est le management, qui est complètement revu d'une manière totalement différente, quoi. Et ça m'a fait prendre conscience justement de toutes les difficultés qu'il y avait en entreprise, liées justement au management hiérarchique, etc., quoi. Et là, je me suis rendu compte un peu de toutes les possibilités, les logiques qu'il y avait disons, à travailler ensemble, à partager des choses. Et ça, j'ai vraiment vu à ATD des choses que j'aurais jamais imaginées, quoi, des logiques entre guillemets un petit peu de fou, quoi, parce qu'on se dit mais ça c'est pas possible, quoi. Ça peut pas marcher comme ça. Mais si, ça marche très bien. Un exemple. Est-ce que tu as un exemple? Territoire zéro chômeur. C'est quelque chose pour monter un projet comme ça. Déjà l'imaginer c'est compliqué.
Mais en plus, le faire, c'est quelque chose de vraiment un peu irréaliste, quoi. Mais quand on voit les résultats, bon, bah, on se dit, oui, il y a vraiment des choses là-dedans qui sont vraies, qui fonctionnent, qui sont concrètes, quoi. Est-ce que tu peux Et resituer peut-être Territoire zéro chômeur pour les gens qui nous regardent? alors, territoire zéro chômeur, c'est un principe tout simple. On crée des entreprises qui sont à but d'emploi. C'est-à-dire, on emploie les gens avant même de se poser la moindre question sur leurs compétences, etc. Et on leur crée une activité en fonction de leurs besoins, de leurs capacités et de leur envie. La seule condition, c'est qu'ils soient volontaires. Et on se rend compte que des gens qui sont complètement exclus, qui n'ont pas travaillé depuis des années, en fin de compte, sont tout à fait compétents, capables de faire des choses, de s'intégrer et de rentrer dans une logique tout à fait positive. Alors, c'est des choses qui sont un peu hors cadre, c'est-à-dire dans le sens où il faut s'accorder du temps, c'est basé sur la confiance, c'est tout un relationnel qu'il faut créer, quoi. Mais ça donne des résultats vraiment impressionnant. Et j'ai pas vu d'équivalent, quoi. J'ai pas vu de système qui était capable de faire la même chose. Ok, Et d'accord. je parle de territoires sur chômeurs, il y a le croisement des savoirs, il y a plein de choses à t'aider qui sont dans cette logique-là et qui vont chercher les gens qui sont complètement au-delà de l'exclusion, disons que disons qu'on entend, nous, en tant que personnes salariées ayant une vie confortable, quoi. Et est-ce que tu dirais que enfin, cette expérience de mécénat de compétences, enfin, je sais pas, il y a un avant et un après. Donc, enfin, je sais pas, tu as été transformé ou comment dire, ouais, qu'est-ce que ça a changé en fait? Alors, je pense pas avoir changé complètement de... C'est pas une expérience qui m'a transformé. Par contre, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et puis, il y avait des choses que je vivais pas très bien avant, et ça m'a permis de mieux les comprendre. C'est pas D'accord. que enfin, j'étais très heureux dans mon travail, ça se passait, enfin, de mon point de vue, je faisais des choses intéressantes. Enfin, vraiment, j'avais pas de soucis au sens vraiment grave, burn-out, des choses comme ça, quoi. Après, la vie d'entreprise, c'est jamais toujours aussi simple qu'on le souhaite, mais par contre, le fait de me retrouver à TD avec des logiques complètement différentes, j'ai pu comprendre justement toutes les difficultés qu'il y a en entreprise et qu'on ne traite pas, enfin, qui sont mises sous le tapis et qui ne sont pas gérées, quoi. Et là, je suis tout à fait d'accord. Je crois que même sur le management, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Enfin, les entreprises ont beaucoup à apprendre d'environnements comme des environnements d'ATD, quoi. D'accord. Et alors, justement, c'était un petit peu ce que développait aussi un petit peu avant, justement, sur le fait qu'il y ait des choses qui aillent dans les deux sens. Et voilà, peut-être un petit mot là-dessus sur ben voilà, aussi les compétences que ça peut ramener vers l'entreprise. Je ne sais pas s'il y a des participants à votre étude qui ont souligné ça. Non, pas forcément, on n'a pas forcément des résultats dans ces sens de ce qu'ils ont amené et appliqué à l'entreprise. Ce qu'on connaît par la littérature, en revanche, c'est que rarement les entreprises considèrent ou mettent en avant ces résultats-là. C'est-à-dire que qu'il voit pas, il voit encore, il a une représentation de médecins de compétences plutôt comme un espace où on va transférer de l'entreprise vers l'association qu'est l'inverse. Mais quant aux effets, pour les types de connaissances ou des compétences que vous avez évoquées avec Franck, en effet, c'est plutôt des savoirs comme on appelle transversaux ou des savoir-être et des savoir-faire relationnels qui émergent comme les savoir-faire qui sont plus mobilisés et qui sont les savoirs qui étaient acquis. Et quant aux effets que vous venez de demander à Franck, on va retrouver ces effets-là dans ce qu'il dit, dans l'effet qu'on appelait le rapport à soi. Et puis, là aussi,
Donc, 4 types d'effets qu'on peut retirer de l'étude, qui est une partie de l'étude importante dédiée à ces effets-là. Mais pour la personne, pas pour l'entreprise, c'est le rapport à soi, le rapport aux autres et les effets en termes de rapport à la société et à sa trajectoire professionnelle. Donc, quant aux effets à soi, on va retrouver la reconquête de l'estime de soi, la reconnaissance, un rééquilibrage du temps, travail et hors travail. Quant au rapport aux autres, plusieurs vont souligner la diversification des relations sociales. Donc, ils font la rencontre des personnes, par exemple, qu'ils ne feraient pas par ailleurs, par des groupes sociaux qui sont différents, ou des personnes qui ont des compétences ou qui sont des groupes professionnels complètement différents de ces professionnels, dans les profils que nous avons interviewés, qu'ils soient clairs. Et puis, aux effets sur le rapport à la société, c'est notamment la découverte de l'espace d'engagement. Et ça, c'est un effet important. Je ne sais pas dans quelle mesure Franck il a vécu ça. Il y a eu pas mal de des confrontations, on va dire, d'une vision qui était un peu naïve, enfin, en tout cas construite à partir des a priori sur la réalité des associations, et qui va être confronté avec leur réalité, avec leur expérience. Donc, il y a une vraie découverte de monde associatif. Par exemple, que parfois, il y a une attente de type dans les mondes associatifs ou dans les associations, le travail est très peu encadré. Donc, il y a certains qui disent j'ai trouvé hyper encadré, parfois bureaucratique, etc., comme c'était une grosse entreprise. C'est aussi, ça correspond à la réalité de nos enquêtés, puisqu'ils étaient venus tous en mission des grosses associations avec des postes très bien encadrés dans certaines structures où, en effet, en tout cas, il y a peut-être une image ou une représentation où il n'y a pas de conflit. Donc, il y a certains qui étaient choqués de trouver des rapports de hiérarchie ou des rapports de conflits dans les mondes associatifs, comme si les organisations associatives étaient exclues des rapports humains. Et il y a aussi une découverte par rapport au public. Donc, ceux qui sont, par exemple, en accompagnement, soit des jeunes des banlieues, soit des personnes qui sont en réinsertion ou en long chômage. Donc, il y a une découverte des rapports et des échanges avec des personnes qui ne font pas partie de leur univers, de leurs rapports sociaux, et qu'ils expriment. Donc, j'avais une vision de jeunes des banlieues, et là, je vois complètement différemment parce que j'ai pu travailler avec eux, je peux les voir, et aujourd'hui, je peux parler que ce que je vois à la télé sur la violence, par exemple, elle n'est pas réelle. Et finalement, les effets sur la trajectoire professionnelle, et du coup, ceux qui vont se projeter vraiment dans la transition vers la retraite, et là, ce sont ceux qui sortent les plus contents de l'expérience, en tout cas, qui ont vécu, qui ont exprimé un vécu très positif. C'est le fait de pouvoir ces passages, le fait de passer par l'association, ça permet vraiment de le projeter vers une vie professionnelle ou une vie en tout cas active, mais qui n'est pas en entreprise. Et aussi pas mal qui ont des personnes qui sont dans l'effet des trajets, des changements, des réorientations professionnelles. Donc, en revenant de l'association, moi, j'ai passé 2 ans à travailler avec ça. Et puis, en rentrant dans l'entreprise, j'ai voulu absolument continuer à travailler avec ça. Et du coup, ils vont changer des postes au sein de l'entreprise pour suivre, on va dire, une nouvelle carrière à partir d'une réorientation qui était faite de son engagement et de son expérience en association professionnelle. D'accord. Alors, je me permets, on a un témoignage là de Michel Lansart qui est à Lyon, si je ne m'abuse, qui nous écrit sur Facebook. Donc, lui, il était volontaire d'ATD Quart Monde pendant 16 ans. Et donc, après ça, il a créé une entreprise qu'il a dirigée pendant 25 ans avant de prendre sa retraite. Et alors, il dit, je confirme ce que dit Franck sur la différence de management, ayant vécu le chemin à l'inverse, en quelque sorte. Donc, lui, il était dans le monde associatif et il est allé vers le monde de l'entreprise. Alors, il poursuit, les salariés m'interpellaient régulièrement en disant
Michel, tu n'es plus dans une association, on est une entreprise. Et il conclut en disant, finalement, l'entreprise existe encore après 29 ans, donc ce n'était pas si mauvais au final. Donc voilà, on a une expérience un peu voilà, dans l'autre sens. Donc merci Michel de contribuer au débat. Alors, j'avais peut-être une dernière question pour l'un et l'autre. Alors pour Franck, ce serait qu'est-ce que tu vas faire après le mécénat de compétences? Est-ce que tu comptes garder des liens avec ATD Quart Monde? Enfin, comment tu imagines un peu cet après? Et une question pour Ossia, un peu plus large aussi, sur quelle perspective pour le mécénat de compétences dans les années à venir? Voilà, comment vous voyez ça aussi. Alors, qui se lance en premier? Franck? Allons-y. Moi, c'est clair, mon engagement auprès d'ATD va se poursuivre. Je ne sais pas sous quelle forme, parce que je ne vais plus vivre à Rennes. Donc, il va falloir trouver des modalités de fonctionnement peut-être différentes ou peut-être m'approcher d'un autre groupe ATD. Mais bon, de toute façon, je garderai des relations, des liens et disons le positionnement d'ATD, je pense qu'en plus en ce moment, c'est fondamental, quoi. On est vraiment dans une société où ce mécanisme d'exclusion là devient, disons, tellement évident et tellement fort qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose, quoi. Et quand on voit les réflexions qui sont faites au sein de l'ATD, je pense que c'est vraiment hyper intéressant et on voit qu'on est dans des logiques qui justement transcendent un peu tout ce qui se fait ailleurs, quoi. Ok, merci. Alors donc, avis à toutes les personnes qui sont en Bretagne, qui sont dans un groupe local, Franck est bientôt disponible, c'est ça? On va voir. Oui, non, mais je garderai les liens avec ATD. Maintenant, il faut reconstruire peut-être d'autres, ou peut-être que je ferai encore quelques missions sur Rennes et d'autres peut-être à Saint-Brieuc, ou je sais pas. Enfin, on n'est pas encore à la fin de l'année. Je termine le 31 décembre, donc on Ah verra. oui, il y a encore du temps. Il y a encore un peu de temps. D'accord. Ok. Et donc, Osia, un petit peu, vous, comment vous sentez un peu les perspectives pour le mécénat de compétences dans les années à venir? Comme Franck, les personnes qui nous avons interviewées, ils disent, notamment ceux qui ont vécu les mécénats de compétences dans ces formats qu'il a vécu en longue durée avec un peu, ils parlent de leur envie et quasiment tous se projettent dans un engagement après la mission. Donc, ce qu'on voit dans le mécénat de compétences, et c'est pour ça que ça nous a intéressés dans une étude des sociologies économiques et des sociologies politiques aussi, c'est on assiste probablement à une nouvelle forme de bénévolat dans la scène associative. Et les entreprises, elles sont de plus en plus donc, nombreuses à s'intéresser au mécénat. Elles vont trouver leur compte dans le réduction fiscale, mais pas que, mais aussi elles commencent à utiliser déjà certaines dans son discours de l'intérêt en termes de développement humain, donc développement de ces équipes par le mécénat. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore, par contre, une méfiance du monde associatif. Il y a très peu des acteurs du monde associatif qui sont là-dedans. Il y en a certains, donc certains groupes, des grosses structures comme Habitat Humanisme, Emmaüs, Resto de Cœur, ils ont même des personnes chargées des mécénats de compétences dans leur équipe pour faire les partenariats, pour les accueillir. Donc, on pense qu'il y aura, en tout cas, là, j'étais invitée par vous. La semaine prochaine, j'ai fait une autre intervention invitée par une autre association. Et ce qui nous interroge, c'est le fait que quels sont vraiment les résultats et les usages de dispositifs pour les associations. Donc, pour nous, en tout cas, dans la recherche, dans le LISE, dans le laboratoire, on va mener une enquête, une étude à partir de l'année prochaine en s'intéressant au mode d'usage, les enjeux pour les associations. Parce que dans ces contextes des baisses régulières des subventions publiques et des pressions vers une professionnalisation du secteur associatif, duquel peut participer aussi les mécénats de compétences, il se présente ces dispositifs comme
un outil vraiment intéressant pour augmenter le nombre d'actifs bénévoles en association. Puisque les études montrent que les actifs, s'ils ne s'engagent pas, c'est notamment en raison du temps et du fait de pouvoir s'engager dans leur temps de travail. Ça permet d'avoir vraiment un profil qui est différent des bénévoles que l'association peut attendre ou peut mobiliser par ailleurs. Donc, on voit un nouveau profil de bénévoles, une forme de bénévolat qui se développe et un intérêt croissant des entreprises. Pour l'instant, je dirais plutôt une influence ou une curiosité du monde associatif en vue de son développement. Une autre chose, c'est une tendance, on va dire une piste pour développer, c'est le mécénat de compétences au sein des petites et moyennes entreprises. D'accord, ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, je fais un dernier passage vers les commentaires Facebook. Alors, il y a Gwendal qui repose une autre question et qui pose la question: comment peut-on valoriser nos compétences acquises en asso, donc par exemple la KTD, pour postuler dans une entreprise? Alors là, je vais me permettre de répondre à Gwendal. Il y a une expérimentation là, qui est en cours avec KTD qui s'appelle Oser et qui est l'objet du journal d'Atelier Carmonde que je vous montre ici, dont le dossier porte justement sur ce projet-là. Donc voilà, c'est vraiment comment on fait pour valoriser tous les savoirs et des savoirs aussi qui sont acquis lors de participation à des activités associatives. Voilà, donc j'espère que ça répond à Gwendal. Et il y a un petit message aussi de Michel pour Franck. Alors, il dit que tu peux aussi rejoindre le département numérique national. Ils ont besoin de force. Donc voilà. D'accord. L'appel est lancé. Écoutez, on arrive au terme de cette soirée. Peut-être déjà vous remercier tous les deux d'avoir pris le temps d'être avec nous et d'avoir partagé aussi votre expérience et aussi vos travaux de recherche. C'est assez précieux. Et donc, pour dire le mécénat de compétences à ATD Carmonde, pour l'instant, c'est à peu près une dizaine, une douzaine de personnes. Et voilà, s'il y a des gens qui se reconnaissent un peu dans peut-être le parcours de Franck et qui ont des envies d'engagement, et ben voilà, nous on est ouvert aussi à discuter avec des salariés justement qui auraient des envies d'une expérience comme ça. Donc n'hésitez pas. Et s'il y a aussi peut-être, je sais pas, des entreprises aussi qui regardent avec voilà un petit peu d'attention pour voir est-ce qu'ils aimeraient se lancer dans des expériences comme ça avec leurs salariés. Et ben vous avez déjà beaucoup de réponses dans ce live. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter. Je pense qu'on mettra l'adresse mail de notre équipe mécénat. Et voilà. Et donc, vous remercier une dernière fois et remercier aussi toutes les personnes qui étaient à distance, qui ont suivi ce live. Voilà, on essaie de développer justement ces façons de communiquer, encore plus en ce moment avec la pandémie. Voilà, ça nous a fait aussi démarrer pas mal de choses sur des lives justement comme ça à distance. Et on espère pouvoir proposer voilà, pas mal de lives, notamment sur les questions d'engagement, qui sont parmi nos priorités cette année. Donc voilà, on vous tiendra au courant, dans tous les cas. Donc merci à tout le monde d'avoir suivi et à bientôt. Voilà. Merci. Je vais couper du coup le live. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, Geoffrey.